Alors moi, je suis Fatoumata Sibi. Yes. Je suis une femme divorcée, fière de l'être. Mère célibataire. Fière, très fière même. 3 enfants, une de 13 ans, une de 5 ans et une de 4 ans. Je travaille, je suis fonctionnaire et à côté, j'ai mon activité qui est le coaching. Donc, je fais du développement personnel et en même temps, je suis coach love. Donc, je coach des femmes être épanouies dans leur mariage et en même temps des couples. Alors que tu es divorcé. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Du coup, on a Claudel. Claudel, pour ceux qui te découvrent, qui es-tu donc? Claudel Numbissi, c'est un médecin. C'est la casquette qu'il aura durant ce podcast. Parce qu'on est en train de parler d'une thématique qui a trait à la famille, à la femme, dans tous ses aspects, que ce soit sur le plan psychologique, mental, social, et même biologique, pourquoi pas. Donc, c'est la casquette que j'aurai durant cette émission. Yes, sir! Moi, j'aurai la casquette du modérateur, comme d'habitude, qui va aller chercher les petits embrouilles un peu là où il faut, quoi. Ok, Fatou. Donc, cet échange s'articulera très précisément autour du livre intitulé Héritage, leçon de vie de 14 années de mariage. Ok. Donc, Claudel, c'est vraiment freestyle. Moi, tout de suite, moi, j'ai une question à te poser. Tu dis bien que tu as fait 14 années de mariage, tu es divorcé, fier de l'air, mais ce que je considère comme un échec, est-ce que tu estimes doit être la bonne personne pour dire aux femmes ce qu'elles doivent faire pour rester des femmes mariées et épanouies? Moi, j'ai une autre question. Pourquoi tu considères le divorce comme un échec? Ça dépend des mariages. Il y a des mariages, c'est le divorce qui est la réussite, comme le mien. Et il y a des mariages, c'est le divorce qui est un échec. Personnellement, dans le mien, c'est pas un échec, c'est une réussite. D'accord. Et depuis le début, pourquoi est-ce que tu avais décidé de te marier? Mon histoire, c'est que je suis une fille qui est née en France. J'ai grandi en France et j'ai eu 2 cultures, 2 éducations qui étaient la culture africaine. Donc moi, je suis d'origine gambienne sénégalaise et je suis de confession musulmane. Et chez nous, c'est très avec des valeurs africaines, donc très conservateur. Et à l'extérieur, c'était des valeurs françaises. Mais personnellement, j'ai toujours plus été attiré par les valeurs africaines. Et donc, par rapport à ma culture, l'éducation d'une fille était beaucoup plus basée sur le mariage. Donc, ce que j'ai pu recevoir de mes parents, donc en particulier de ma mère, c'était de comment m'occuper d'un foyer, comment m'occuper d'un homme, comment m'occuper d'une famille, comment m'occuper d'une belle famille, comment me comporter avec les gens, comment me comporter avec le voisinage. Parce que la réussite d'une femme africaine, c'est son comportement à l'extérieur, parce qu'elle porte l'honneur et le flambeau de sa famille. Et donc, mon père avait l'habitude de nous dire très petit qu'une femme, donc une fille, pardon, était une invitée, était une étrangère dans une famille. Parce que eux, ils avaient le rôle de nous éduquer pour qu'on puisse transmettre et impliquer ces valeurs-là dans une autre famille, et surtout auprès de notre mari. Donc moi, comme je l'ai dit, je me suis mariée à 16 ans, j'ai connu le père de mes enfants à 14 ans. Et les critères à l'époque que mon père nous imposait, c'était forcément déjà que ce soit un musulman. Par rapport à ma religion, nous les femmes musulmanes, nous avons l'obligation de nous marier avec un homme musulman parce que la religion se transmet par l'homme chez nous. D'accord. Deuxième critère, il fallait forcément qu'il soit gambien, sénégalais. Même le Mali, c'était compliqué. D'accord. Parce que mon père avait l'habitude de nous dire qu'il ne pouvait pas aller jusqu'au Mali, c'était trop loin. Donc, c'était le deuxième critère. Et bien sûr aussi, il y avait la langue. Il fallait qu'on se comprenne au niveau du dialecte par rapport à l'éducation et autres. Et donc, troisième critère, c'était bien sûr africain. Parce que dans l'Afrique, il y a aussi le Maghreb. Donc, les Arabes n'étaient pas inclus. D'accord. Okay. C'était les seuls critères. Ok. Donc, tu t'es marié. Ça a quand même duré 14 ans. Oui. Donc, ton mariage, une réussite ou un échec? C'est une belle question, ça. Ah. Moi, je dirais que c'est une réussite pour moi. Ton mariage? Oui, donc, pour moi. 14 années de réussite. Mais d'autres me diront que c'est un échec. Non, là, il s'agit de toi. Pour moi, c'est une réussite. D'accord. 14 années de réussite? Oui. D'accord. Et pourquoi le divorce survient si les 14 années, c'était 14 années de réussite? Pourquoi pour moi c'est une réussite? Parce que, comme je l'ai dit, avec les critères sur lesquels je me suis basée, ils n'étaient pas du tout cohérents. On ne se base pas sur des critères comme ça pour se marier. Ça joue, c'est important,
mais ça ne fait pas le mariage. Et donc, partant avec déjà ces informations-là, mon mariage était voué à l'échec parce qu'on n'avait pas du tout la même vision, pas du tout la même éducation, pas du tout les mêmes centres d'intérêt, même si les centres d'intérêt sont pas forcément importants dans le couple, mais en tout cas, on n'avait surtout pas la même façon de voir la vie. Donc, lorsqu'on s'est marié avec quelqu'un avec qui tout nous oppose, faire 14 ans, franchement, pour moi, c'est une réussite. D'accord. Et pour toi, ça aurait été quoi le mariage idéal? Ça dépend des gens. Mais en tout cas, pour moi, le mariage idéal, c'est un homme déjà qui partage la même vision que moi. Ou en tout cas, qui sont compatibles. Personnellement, j'ai besoin d'un homme musulman comme moi. Parce que mon éducation est basée sur ça. Donc, il faut qu'il comprenne déjà mes valeurs spirituelles. Et puis, il faut qu'il soit un homme qui travaille. Parce que moi, je suis une femme très active. Et on dit soumission. Perso, j'ai du mal un peu avec ce mot-là. Pourquoi? Parce que malheureusement, il est très mal interprété. Dans la l'interprétation de soumission. La soumission dans la religion, c'est l'obéissance de la femme envers son mari. Et malheureusement, la traduction qui se fait par la majorité des hommes africains, c'est l'esclavage. C'est-à-dire que il y a plus de limites. Dans l'obéissance, on a l'impression qu'il y a tout et n'importe quoi mélangé dedans. Et donc, c'est-à-dire que si moi je dis que j'ai envie d'aller travailler parce que je me sens bien, j'aime aller travailler, je me sens importante, je me sens libre quand je travaille, et quand mon mari m'interdit d'aller travailler, à un moment, ça me pose problème. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis une mauvaise femme parce que je veux aller travailler. Donc, je suis une insoumise juste parce que je veux travailler. Donc, la question de la soumission j'ai pas de problème à être une femme soumise, mais l'interprétation qui se fait par les hommes africains, oui. Parce que chez eux, c'est de l'esclavage. D'accord. Et donc, tu fais 14 années de mariage. Et comment ça se passe pendant ces 14 ans? Alors, dans un premier temps, quand j'ai quitté chez mes parents, 2 ans après mon mariage religieux, parce que je me suis mariée à 16 ans. Le mariage à la mairie s'est fait à mes 19 ans. Donc, j'ai dû quitter chez mes parents qui habitaient dans le sud de la France pour le rejoindre, lui, en Normandie. Donc, dans un premier temps, j'ai dû vivre chez ma belle famille, ce qui a été très difficile pour moi, sachant que, comme je l'ai dit, je suis née en France, j'ai toujours vécu avec mes parents. Donc, vivre chez sa belle-sœur qui vous traite, vous savez un petit peu de quoi je parle, c'est-à-dire un peu... Je sais pas. Ah, d'accord. Donc, quand on vit chez une belle-sœur, pas tous, mais beaucoup, malheureusement, en Afrique, ils nous traitent un peu comme une servante. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que lorsque tu es hébergé chez des gens qui sont ta belle famille, tu es au service de toute la famille, c'est-à-dire même des enfants. Donc, moi qui étais encore scolarisée, parfois, j'ai dû arrêter d'aller à l'école pour garder les enfants. Parce que ce jour-là où ils étaient malades ou autre, je devais préparer tous les jours à manger. Pourtant, j'étais au lycée. Et en plus de ça, on m'a demandé de tomber enceinte. Parce que le père de mes enfants avait été en situation irrégulière à l'époque. Il n'avait pas de papier. Personnellement, à l'âge de 18 ans, j'avais pas envie d'avoir d'enfants. Mais j'étais très jeune et j'étais très amoureuse. Donc, il a fallu en fait prendre les choses en main et pour pouvoir avoir une situation beaucoup plus agréable avec lui, pour qu'il puisse circuler librement en France. Donc, pendant cette année scolaire, j'ai dû tomber enceinte. Enfin, je suis tombée enceinte. Donc, j'ai dû passer mon bac, donc ma dernière année de terminale, en étant enceinte. Donc, c'était à la maison, il fallait gérer la maison. Donc, ma belle famille, plus mon mari, plus une grossesse, plus prouver à la famille que je me suis pas trompée dans mon choix. Parce que mes parents, surtout mon père, m'attendaient au tournant, car il refusait ce mariage. Parce qu'il trouvait que j'étais très jeune et que je devais faire mes études. Mais moi, j'ai insisté. Ah, c'est toi qui as insisté pour le mariage. Ah oui, c'est pas un mariage forcé. Okay, ah non, ça n'a jamais été un mariage forcé. Okay. Ça n'a jamais été un mariage forcé, oui. Et donc gérer aussi le lycée et en même temps mon rôle d'épouse. Ok.